État d'âme, au cœur de votre santé. Bienvenue sur État d'âme, le podcast qui vous emmène au cœur des émotions féminines dans leur parcours de santé. Vous avez déjà ressenti cette impression de solitude face aux défis de la vie, qu'ils soient physiques ou mentaux. Sur État d'âme, je donne la parole à ces expériences authentiques, accompagnées d'histoires immersives et des conseils de professionnels de santé. Préparez-vous à être transportés, inspirés et informés. Restez à l'écoute, car vous êtes sur le point de découvrir un monde où vos émotions trouvent écho. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Maë, une écrivaine talentueuse que vous découvrirez prochainement car elle travaille actuellement sur son roman destiné à l'auto-édition. Son objectif est de partager son histoire avec le plus grand nombre de lecteurs, afin de toucher et d'aider bien évidemment le plus de personnes possible. C'est également pour cette raison qu'elle est présente avec nous aujourd'hui sur ce podcast, pour partager son témoignage puissant et inspirant avec vous, les auditeurs, et offrir son soutien à tous ceux qui en ont besoin. Dans cet épisode, nous allons donc plonger dans son témoignage poignant, avec une enfance marquée par la négligence de ceux censés la protéger. Alors qu'elle vivait avec sa grand-mère, une série d'événements tragiques a commencé à façonner son parcours. Dès l'âge de 5-6 ans, elle a subi des abus aux mains d'un enfant sous la garde de sa grand-mère. Sa tentative de dénoncer ces actes a été ignorée et minimisée par les professionnels de santé et son propre entourage. Rejetée et abandonnée, Maë a porté le poids de son silence pendant des années. Avant de commencer cet épisode, attention, je tiens à vous avertir que nous abordons un sujet très délicat qui pourrait faire ressurgir des événements traumatisants. Alors je vous encourage à arrêter l'écoute si nécessaire. Bonjour Maë, merci d'être sur État d'âme pour libérer la parole. Alors est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Maë, j'ai 28 ans. Alors quand tout a commencé ? Je pourrais pas donner d'âge précis, mais je sens au fond de moi que quand c'est arrivé, j'avais au moins 5 ans. Moi, j'ai l'impression d'être née le jour où l'événement traumatique est arrivé. Je n'ai aucun souvenir de qui j'étais avant ça. Ma mère m'a souvent répété que j'étais une gamine souriante, avenante, enfin, comme tout gamin curieux à bas âge, voilà. Et un jour, va savoir pourquoi, j'ai changé radicalement de comportement. Et quand ta mère t'a décrite comment tu étais petite, est-ce que tu te reconnaissais dans ce qu'elle disait ? Eh bien, pendant longtemps, je ne me suis pas reconnue parce que pour moi, en fait, je suis devenue moi à partir de l'événement traumatique. Mais bon, en même temps, si j'avais 5 ans, quand on sait que la mémoire, en moyenne, hein, est vraiment efficace à partir de 5 ans, voilà quoi. Mais du coup, c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi. J'avais 5 ans quand ça a commencé, mais peut-être que j'en avais 6. Enfin, en tout cas, c'est par là que je sens que les événements sont arrivés. J'avais entre 6 et 5 ans. Les souvenirs d'enfance, ils peuvent commencer à se former à différents âges, pour différentes personnes. Mais en général, les souvenirs autobiographiques, c'est-à-dire les souvenirs d'événements personnels spécifiques, eh bien, ils commencent à se former autour de l'âge de 3-4 ans. Et cette période, elle est souvent appelée l'amnésie infantile. C'est où les souvenirs des premières années de vie eh bien, sont rarement conservés à l'âge adulte. Mais les souvenirs à partir de l'âge de 5 ans sont généralement plus clairs et plus nombreux parce que, eh bien, à cet âge, les capacités cognitives et linguistiques de l'enfant se développent rapidement. Et ce qui va faciliter la formation et le stockage des souvenirs. Donc oui, beaucoup de personnes eh bien, commencent à se souvenir plus clairement de leur enfance à partir de l'âge de 5 ans. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ce jeune homme a-t-il croisé ton chemin ? Ma grand-mère, à l'époque, gardait les enfants qui étaient placés en aide sociale à l'enfance. Et parmi ces enfants, elle en a gardé 2, un garçon et son petit frère. Donc du coup, je vais pas les nommer, je vais juste parler de R. Et ce R, il en profitait quand il n'y avait personne chez ta grand-mère ? Comment ça se passait ? Ça se passait très souvent les samedis soirs, il me semble, parce qu'il y avait souvent un soir, enfin il y avait tout le temps un soir dans le week-end où on mangeait chez ma grand-mère. Toute la famille était réunie, les tatis, les tontons, les cousins, les cousines, etc. C'était vraiment le moment en famille du côté de ma mère. Et forcément, il y avait ces 2 enfants-là. Et j'ai en souvenir que ça se passait très souvent après les repas.
quand on avait bien l'autorisation de sortir de table, qu'on pouvait tous recommencer, enfin retourner jouer, etc. Eh bien, R et moi, on jouait souvent tous les deux, vu qu'on était les deux plus jeunes. Voilà, tu sais comment ça se passe. Les plus jeunes sont facilement mis de côté par les plus grands qui veulent jouer tranquille et pas être emmerdés avec les deux petits bambins qui sont encore un peu dépendants des plus grands. Enfin bref, voilà. Je pense que ceux qui ont un grand frère, une grande sœur ou plusieurs savent de quoi je parle. Et du coup, on se retrouvait souvent tous les deux. Et il y avait ce moment où R me demandait de jouer aux fesses. C'est comme ça qu'il appelait ce que je vais décrire, jouer aux fesses. Et ce qui se passait, eh bien, quand c'était dans la chambre où lui et son grand frère dormaient, on se mettait sous leur lit. C'était des lits superposés et du coup, on se mettait sur le sol, en dessous. On arrivait à passer tous les deux. Et il se mettait sur moi et il y avait pénétration. Il n'y avait pas comment dire, de fausses caresses ou de bisous éventuellement, tu vois, parce que, enfin, vraiment c'était l'acte pur et dur qu'on retrouve dans les clichés du viol, puisque pour beaucoup de personnes, le viol c'est uniquement la pénétration, alors que ça commence bien, bien, bien avant ça. Et là, pour le coup, c'est vraiment pure pénétration. Il y avait pas de mots échangés. Moi, c'est très simple. Je fixais les lattes du lit. Je fixais ça et j'attendais que ça passe. Et on se disait rien. J'évitais ce regard. J'avais l'impression d'être entre deux mondes, tu vois, parce que bah la douleur était intense, vraiment. J'ai jamais été piquée par une abeille, mais j'ai tendance à comparer ça au dard d'une abeille quand une personne est piquée, parce que j'ai cru comprendre que ça faisait extrêmement mal. Certaines personnes en pleurent. Donc j'ai tendance à comparer ces deux douleurs, même si du coup j'en connais qu'une sur les deux, ou alors comparer ça à un couteau qu'on te plante, tellement la brûlure est intense, c'est quelque chose de vif. Du coup, tout ton corps est tendu au max. Je me souviens des douleurs dans les jambes, des douleurs au niveau des omoplates parce que j'étais sur le sol et j'avais le poids de R sur moi, vraiment, il reposait tout son poids sur moi. Et c'était étouffant, ça durait peut-être que quelques minutes, tu vois, où on restait comme ça et qu'on bougeait pas, mais j'avais l'impression que ça durait une éternité. Et pourquoi moi et pas une autre personne? J'étais une petite fille un peu réservée, un peu timide, et surtout j'avais cette tendance en fait à vouloir faire tout ce que les personnes me demandaient pour obtenir leur validation. J'éprouvais ce besoin d'être validée par que ce soit mes camarades, mon frère, mon cousin, cousine, enfin absolument tout le monde. Mais lui, je sentais que si je refusais de faire ce qu'il voulait qu'on fasse, il allait me frapper. Il faut savoir que R était tout l'opposé de moi, c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à se bagarrer, il était violent. Je pense que le contexte familial était aussi extrêmement toxique. Pour être placé, c'est il y a un problème. Mais voilà, il était tout l'opposé de moi et j'avais peur de lui. C'était mon ami, mais en même temps, il me faisait peur. C'est un peu paradoxal, mais moi, je pourrais pas l'expliquer, mais voilà. Mais je t'assure que c'est quelque chose qui arrive beaucoup, à beaucoup de gens. Le fait de se sentir piégé entre la confiance envers une personne et la peur de ses comportements. C'est un mélange en fait de sentiments assez contradictoires qui rend la situation très difficile à décrire et à comprendre, comme là pour toi. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré, je sais pas combien de temps ça a duré. Ça s'est fait plusieurs fois puisque dans mes souvenirs, j'ai trois lieux différents, à savoir la chambre d'enfant, le terrain au fond de la maison et sous la tonnelle extérieure. C'est les trois lieux où ça se déroulait, mais je ne sais pas combien de fois ça s'est déroulé dans ces moments-là. J'ai vraiment un gros gros blanc et je me souviens ni vraiment de l'avant ni vraiment de l'après, mais je savais que ce qu'on faisait c'était pas bien.
Déjà, son grand frère nous disait que c'était pas bien. Je sais pas ce que R lui disait quand ils étaient tous les deux, mais il était au courant et il disait toujours à son frère ce que vous faites, ça se fait pas. Donc juste ça, en fait, j'avais l'impression qu'on faisait soit une bêtise, soit quelque chose de grave. Mais plus le temps passait, plus j'avais vraiment l'impression qu'on faisait vraiment quelque chose de grave, mais je savais pas quoi. J'avais pas les mots à l'époque. Il m'a fallu attendre l'adolescence pour les avoir, et quand j'ai réalisé, j'étais... Ouais, enfin, t'imagines le choc, quoi. Bah oui, en effet, hein, c'est un grand choc. Quand tu parviens enfin à mettre des mots sur des actes traumatisants, c'est à ce moment-là que tu te rends compte vraiment, c'est vraiment là en fait que tu prends conscience de la gravité de ce que tu as vécu. Et comme tu étais très jeune à l'époque, c'est normal que tu n'aies pas pleinement eu conscience en fait de tout ce qui se passait. Et entendre ton histoire, bah, ça nous fait réaliser à quel point ça peut être difficile de reconnaître et d'accepter la vérité de ces expériences traumatiques. Un soir, quelqu'un du coup a surpris R en plein abus et a donc alerté les adultes. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, j'ai appris que très récemment, il y a un peu plus d'un an, que c'était justement mon cousin qui nous avait surpris. Car quand j'ai enfin décidé de parler de ça à mes parents, c'était fin 2016. Ouais, c'était fin 2016. C'est là que je leur en ai vraiment parlé et qu'ils m'ont cru. On a essayé de savoir en fait qui était justement la personne qui les avait alertés sur ce que R m'avait fait. C'était pas mon frère, c'était pas ma cousine, c'était pas le grand frère de R non plus. Donc le seul autre enfant qui est resté dans l'équation, c'était mon cousin. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai passé une semaine chez lui et sa partenaire parce que je me sentais pas bien. Et le sujet est venu sur le tapis et bah, c'est là qu'on a conclu tous les deux que c'était bien lui qui nous avait bel et bien surpris dans la chambre d'enfant. Ce qui s'est passé exactement, je sais pas, parce que je ne sais pas ce que mon cousin a dit, en sachant qu'à l'époque c'était lui aussi un enfant, donc imagine un enfant qui est témoin d'une scène de viol mais qui ne sait pas ce que c'est un viol, mais qui du coup le signale à des adultes, c'est... Voilà. Il l'a dit avec ses mots d'enfant, donc je ne sais pas exactement ce qu'il lui a dit, je pense il ne s'en souvient pas lui-même non plus. Donc du coup, R a eu une punition en conséquence de ce qu'on lui a dit. Ma mère m'a raconté que du coup ma grand-mère l'avait pris à part et que depuis il n'a plus jamais recommencé. Voilà. Moi je m'en souviens pas. Vraiment, j'ai un gros blanc de pas de ce moment-là. Je me souviens pas qu'on ait été surpris. Enfin, si, je me souviens qu'on ait été surpris, mais j'ai plus du tout le souvenir en tête. J'ai pas un seul flash, j'ai rien. Je sais juste qu'au bout d'un moment, il a tout simplement arrêté. Et en 2004, eh bien, ma grand-mère est morte du cancer du pancréas. Et là, elle et son grand frère sont retournés chez leurs parents. Et de là, ils ont été tous les deux... Enfin, je sais que pendant une période, ils ont été tous les deux placés chez deux personnes différentes. Donc, ils ont été séparés. Et après ça, ben, je les ai plus jamais revus au final. Et à partir de quand tu as voulu faire des démarches sur ton passé? Fin 2009, j'étais en cinquième que j'ai commencé un peu à me renseigner, car sur Internet, j'ai rencontré une fille qui a été victime, elle également, de viol par un garçon de son âge quand elle était bah, plus petite. Et c'est de là que moi, je me suis renseignée de mon côté. Voilà, j'avais mon ordinateur, j'ai cherché sur Wikipédia. Est-ce que R a essayé un jour de reprendre contact avec toi? Pendant le collège, R avait repris contact avec moi via Facebook. Il voulait qu'on redevienne amis, mais moi j'en avais déjà pas envie et surtout il arrêtait pas de refaire allusion à ce qu'on avait vécu tous les deux en supposant que moi j'y avais pris du plaisir, hein, ce qui n'était absolument pas le cas. Et c'est là en fait que j'ai voulu le dénoncer déjà à mes amis en disant que voilà, quand j'étais petite, R il m'a violée, il faut pas lui faire confiance ou il faut pas sortir avec lui. Enfin voilà, comment dire, j'ai pensé faire les choses bien, mais au final, ça a été le gros bordel puisque aucune
enfin, aucune, vu que c'était surtout des filles, mais aucun de mes camarades, plutôt on va dire, ne m'a cru. On m'a même accusée de menteuse. Pour eux, c'était impossible, ben voilà, qu'il m'ait violée à cet âge-là. Et la tutrice à l'époque, qui gardait R, a voulu porter plainte contre moi si je continuais de dire ça, puisque évidemment R niait toutes les accusations. Pour lui, c'était faux, il avait pas fait ça, etc. Et forcément, bah, il a fini par en parler à sa tutrice, qui justement, bah, où j'ai entendu des échos qu'elle menaçait de porter plainte contre moi, et forcément j'ai eu peur, puisque elle, bah voilà, c'est l'adulte dans cette histoire, c'est elle qui a les connaissances juridiques. Moi, j'étais juste une petite gamine de 12-13 ans, en pleine injustice, dont tous les amis lui tournaient le dos, la traitaient de menteuse, prenaient la défense d'un garçon qui m'avait fait du mal et qui se plaçait en victime dans cette histoire. Voilà, autant si j'avais fait ça quand on avait 7 ans, j'aurais pu comprendre qu'il ait pas reconnu le viol, parce que voilà, c'est une notion, quand on a moins de 10 ans, qu'on n'a pas obligatoirement. Mais là, quand on est à l'adolescence, j'estime qu'on a quand même les connaissances. Surtout que j'imagine qu'il a vécu dans un environnement extrêmement toxique avec ses parents, donc va savoir ce qu'il a subi ou ce qu'on lui a montré. Mais pour moi, il était parfaitement au courant de ce qu'il m'avait fait subir, quoi. Mais voilà, à l'époque, j'avais pas la force, j'avais pas l'énergie, j'étais seule contre lui et seule contre bah, mes camarades, tout simplement. Et un jour, m'est arrivé un truc absolument horrible. Celle que je pensais être ma meilleure amie à l'époque a ramené R devant moi pendant qu'on attendait le bus pour rentrer chez nous un soir. J'ai eu extrêmement peur ce soir-là. Elle me l'a vraiment mis devant la gueule, limite collé, tu vois, pour que je parle. Et en fait, je disais rien, je le regardais même pas, je fixais le sol, mais à l'intérieur, je bouillonnais, je tremblais, j'avais l'impression que tous mes organes allaient me sortir du corps, tellement c'était la panique intérieure. Et c'est là que j'ai compris que cette meilleure amie, entre guillemets, n'allait plus être mon amie du tout. Pour moi, elle avait littéralement dépassé les bornes. Le bus est arrivé, bah, je me suis sauvée tout simplement, hein. Je suis montée dans le bus. Et vraiment, pendant tout le trajet, j'avais envie de la tuer. J'ai jamais ressenti une envie de meurtre de ma vie, sauf ce soir-là, vraiment. J'avais de la haine, mais tellement profonde, plus envers elle qu'envers lui, parce que bah voilà, elle avait manigancé ça. Pour moi, elle voulait clairement me faire souffrir, cette meuf. Et oh mon Dieu, je l'ai haï pour ça, mais d'une force. J'avais tellement envie de, bon bref, voilà quoi. Mais voilà, tout va bien. Enfin, de ce que je sais, elle est vivante. Lui aussi en théorie. Mais voilà, j'avais jamais cette situation. Ça a été un rapide, mais très cauchemardesque quoi. Et vraiment, je pensais que j'allais avoir le soutien des personnes autour de moi, quoi. Et finalement, je l'ai absolument pas eu, quoi. Je me suis retrouvée toute seule, Comment tu t'es sentie au vu de ces réactions? complètement démunie, totalement triste, et je me suis sentie abandonnée, en fait. Et quand j'ai voulu en parler à mes parents à cette même époque, enfin surtout à ma mère, parce que j'ai plus d'affinité avec ma mère qu'avec mon père quand il s'agit de discuter de sujets un peu sensibles, un peu sérieux. Elle me disait que non, c'était impossible qu'un enfant viole un autre enfant. Et à partir de cette phrase, j'ai plus jamais cherché à en reparler avec elle jusqu'à 2016, fin 2016, où j'ai commencé à faire ma thérapie. Et quand elle m'a dit ça, bah, j'ai compris que j'aurais pas le soutien, et surtout j'avais pas les épaules pour me défendre, tout simplement. En tout cas, c'est vraiment horrible, hein, tout ce que tu as traversé. En tout cas, j'imagine que tu n'étais plus toi-même. Tes parents, ils se doutaient de rien du tout? Avant, j'étais une petite fille absolument joyeuse, très avenante, et tout d'un coup, j'avais radicalement changé. Et la maîtresse que j'avais à cette époque-là, quand j'avais 5 ans, avait convoqué mes parents en leur disant voilà, il y a un souci, votre fille
votre fille reste seule dans son coin, elle a l'air toujours triste, elle est absente, enfin voilà. Et de là, mes parents ont pris rendez-vous avec ce que j'imagine être une pédopsychiatre ou une pédopsychologue, enfin bref, voilà, une personne qui s'occupe tout simplement des enfants. Cette femme, je me souviens ne lui avoir rien dit, vraiment, j'étais muette comme une tombe. Je savais de quoi elle voulait que je parle, mais je ne voulais tout simplement pas lui en parler, et puis bah je la connaissais pas en fait cette dame, c'est là aujourd'hui j'ai presque envie de la voir et lui dire excusez-moi, j'espère que je vous ai pas vexé, mais voilà, je vous connaissais pas, j'étais toute petite, j'étais seule dans un bureau avec vous, loin de mes parents, bah non, j'allais pas vous parler en fait, d'où? Voilà quoi, c'est tellement évident en fait, on n'arrête pas de répéter aux enfants de pas parler aux inconnus, et du jour au lendemain, le petit enfant il se retrouve en tête-à-tête avec un adulte qui ne connaît pas et dont on doit parler de sujets qui sont blessants. On est d'accord que ça n'a pas de sens, ça n'a absolument pas de sens. Autant si mes parents avaient été dans la pièce, peut-être que je lui aurais parlé à cette dame, mais non, mes parents n'étaient pas dans la pièce. J'étais vraiment toute seule avec cette professionnelle. Donc de là, on m'a redirigée vers un professionnel. Je sais absolument plus ce que je lui ai dit. Je lui en ai parlé, mais je ne sais plus avec quel mot. Et le bilan de la séance, quand il est revenu, enfin quand on est revenu, lui et moi, auprès de mes parents qui étaient en salle d'attente, il leur a dit que c'était des jeux que les enfants faisaient souvent entre eux et qu'il ne fallait plus en parler ni s'en préoccuper. Alors je sais pas à quel jeu jouent les enfants de 5 ans pour dire ça, et vraiment je sais tellement plus ce que je lui ai dit, ça m'énerve parce que je me dis je pourrais apporter tellement plus d'éclaircissement, mais non, je sais plus du tout. C'est sûr que je lui ai pas dit, bah, j'ai été violée par un enfant de mon âge, puisque à l'époque, j'avais aucune notion de sexualité, de viol, de consentement, d'intimité et tout le calendrier, quoi. Mais voilà, du coup, en fait, je sais pas ce que je lui ai dit pour qu'il ponde une réponse pareille à mes parents, mais du coup, pour eux, le sujet était clos. Il s'était passé quelque chose, mais c'était pas quelque chose de grave. Le professionnel de santé a dit que c'était pas grave et qu'il ne fallait plus en parler, donc, bah oui, obligatoirement, ils lui ont fait confiance et le sujet n'a plus été abordé jusqu'à moi avec cette petite tentative pendant le collège, et puis bien évidemment dès 2016 où en fait j'étais à la fin de mes études, j'avais eu mon bac en juillet 2016, et ben voilà, c'est Parcoursup et études supérieures, boulot, permis, voilà, toutes ces choses de la vie d'adulte, d'indépendance, d'autonomie qu'il faut entamer, mais voilà, je sentais chez moi qu'il y avait un blocage qui m'empêchait absolument de faire toutes ces choses-là. Et je savais ce qu'était ce blocage. Ce blocage, c'était ce qui m'est arrivé avec R. Et je l'ai refoulé toute ma vie, en fait. Quelle émotion t'as ressenti lorsque les professionnels de santé ont carrément minimisé ce que R t'avait fait? Non, parce que déjà, pour les victimes, c'est difficile d'en parler. Toi, tu en parles et on te croit limite pas, quoi. Honnêtement, je sais plus trop ce que j'ai ressenti, en fait. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai eu l'impression d'être anesthésiée d'absolument tout. Je savais pas que mon corps était en mode survie, en fait, tout simplement pour m'éviter la souffrance liée au trauma, et vraiment émotionnellement, j'étais vide de beaucoup de choses, de beaucoup d'envie. J'étais en effet une enfant très solitaire, très dans son petit monde. Vraiment, en fait, je m'étais renfermée sur moi-même et dans mon imagination. C'était mon échappatoire. Pour échapper à quoi? Je savais pas vraiment, mais je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui allait pas sans savoir ce que c'était, sans avoir de mots ni d'image pour le décrire à qui que ce soit. J'étais juste une gamine, et j'ai grandi comme ça, quoi. J'étais déjà mal dans ma peau. En plus, je subissais du harcèlement scolaire parce que j'étais attirée par les filles, parce que j'avais un style vestimentaire alternatif. Mais voilà, j'ai grandi en ayant l'impression d'être endormie. Comme si, en fait, j'étais un peu sur pilote automatique et que je faisais les choses machinalement, quoi.
Vraiment, c'est comme ça que je me vois. Je pense que c'est comme ça aussi que beaucoup de personnes me voyaient. Mais personne ne se doutait de la véritable raison pour eux. J'étais comme ça par nature, quoi. Et souvent, bah voilà, on m'a jugé pour ça. On me disait, t'es pas assez avenante, tu ne souris pas assez, tu vas pas assez vers les autres, tu restes tout le temps dans ton coin, et machin, machin. Bref, je pense que beaucoup de personnes ont déjà entendu ce genre de discours. Et en fait, je me rends compte que ce sont des phrases qui sortent tellement facilement de la bouche de personnes qu'on connaît ou même d'inconnus, sans qu'ils, derrière, ils se disent, mais attends, si cette personne est comme ça, est-ce qu'il n'y a pas une raison derrière? Enfin, Ouais, c'est exactement ça. En fait, on vit dans une ère où la critique, elle est omniprésente, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias ou même dans notre entourage, hein. Certains, ils critiquent sans même chercher à comprendre la raison derrière le comportement de l'autre. Ils oublient en fait que derrière chaque action, chaque comportement, il y a une histoire personnelle. Il peut y avoir des expériences vécues, des émotions ressenties. Et en fait, cette personne-là qui va être critiquée si facilement, bah peut-être qu'elle est comme ça pour des raisons qui lui sont propres. Peut-être qu'elle a été blessée. Peut-être qu'elle a connu des épreuves qui, tout simplement, ont façonné son caractère et ses réactions. Peut-être qu'elle agit ainsi par peur, par insécurité, par besoin de se protéger. Et si, du coup, ces personnes qui critiquent prenaient un moment pour réfléchir avant de critiquer, ils pourraient peut-être réaliser que derrière cette façade, bah, se cache une personne avec ses faiblesses, en fait, ses doutes, ses luttes. Et peut-être qu'en cherchant à comprendre, ils pourraient enfin, ils pourraient, hein, établir une connexion plus profonde basée sur l'empathie et la compassion. Donc voilà, c'était un petit aparté. Un jour, tu vas décider d'en parler à nouveau. Comment ça s'est passé? Et à qui as-tu décidé d'en parler à nouveau? je me souviens, je m'étais préparée, oui, je m'étais préparée, oui, une semaine à l'avance pour un rendez-vous de check-up avec mon médecin traitant. Et ça a été la première personne à qui j'ai de nouveau abordé le sujet. Vraiment, j'avais tout préparé pour lui expliquer de façon chronologique comment tout s'était passé. Et ça a été tellement compliqué, bordel. C'était impressionnant. Je m'en souviens, je tremblais, j'avais envie de pleurer, je transpirais. Et elle, à la fin, elle en avait les larmes aux yeux, quoi. Et on a rediscuté à d'autres rendez-vous, mais voilà, c'est-à-dire que elle avait limite, il fallait que je voie au moins un ou une psychologue pour aborder le trauma plus en profondeur et travailler sur moi-même. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'en parle à mes parents, enfin, il faut vraiment qu'ils sachent la vérité parce que je me rends compte qu'ils savent absolument pas ce qui s'est passé. Mais je me voyais pas leur dire en face, tu vois, j'avais vraiment, vraiment peur de leur réaction, sachant que la première fois que j'ai voulu essayer d'en parler avec ma mère quand j'étais au collège, euh, elle a nié directement ce que j'ai dit. Donc déjà, il y a ça qui faisait que j'avais vraiment peur que pendant que je parle, elle m'interrompe et qu'elle me dise non, c'est pas vrai et que je sois pas capable de rebondir, tu vois. Du coup, ce que j'avais fait à l'époque, j'avais pris la tablette de mon père et je m'étais enregistré en vidéo. Je crois qu'ils étaient à un repas de boulot, un truc dans le genre. Enfin, du coup, ils étaient pas là, il y avait que moi dans la maison. Et j'en ai profité pour faire une vidéo où, ben, voilà, je leur ai dit, ben, comme avec mon médecin traitant, en fait, j'ai dû leur dire à peu près la même chose. Je me souviens par contre avoir complètement pleuré en faisant la vidéo. Je l'ai pas coupé au montage de la vidéo parce que je pouvais monter, enfin, modifier un peu si je voulais enlever des trucs. Mais non, j'ai laissé la vidéo telle quelle, comme ça, sans filtre, et j'ai laissé la tablette sur la table, ouverte, exprès pour que quand mes parents rentrent de soirée, avant d'aller se coucher, ils lisent la vidéo. C'est hyper cruel de leur sauter une bonne nuit comme ça après qu'ils aient passé un bon moment avec leurs collègues ou je sais plus qui. Mais voilà, je me suis pas endormie avant qu'ils soient rentrés et qu'ils aient écouté la vidéo. Et je les ai pas entendus parler après l'avoir écouté, mais ils m'ont cru, quoi. Je me souviens pas ce qui s'est passé le lendemain. Vraiment, je m'en souviens pas. C'est un truc de fou, putain. Nombre de trucs dont je me souviens pas, c'est impressionnant. Mais ils m'ont cru. Et ça m'a fait un bien fou. Et surtout, ils étaient complètement déboussolés, en fait. C'est... Pour eux, ils en revenaient pas. Et surtout, ils culpabilisaient d'avoir rien vu. Enfin, comme tout parent face à un malheur de leur enfant, quand ils les aiment et qu'ils réalisent qu'il y a eu quelque chose de dramatique. Voilà.
Ils se sentent forcément coupables parce qu'ils estiment qu'en tant que parents, ils doivent avoir les yeux sur tout, les oreilles sur tout, pour les protéger, enfin bref. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Et depuis, j'ai pu entamer ma thérapie avec différentes psychologues. Enfin voilà, j'en ai vu plusieurs avec enfin j'en ai vu plusieurs qui ont eu des méthodes différentes, qui chacune m'ont aidé à avancer petit à petit. C'était très long, c'était très douloureux, et même encore aujourd'hui, j'ai besoin d'un suivi, quoi, parce que on a gratté le fond, le fond, mais le problème c'est que quand un trauma n'est pas traité, il engendre plein de troubles comportementaux derrière, et moi, bah, j'en ai accumulé, attends, 5 ans, ouais, j'en ai accumulé au moins pendant 15 ans. Donc va déconstruire 15 ans de schéma toxique du cerveau, ça se fait pas en 3 séances de psy, tu vois, et même avec les traitements qui m'accompagnent avec. Voilà, ça demande énormément de temps, c'est ce qu'elles m'ont répété parce que voilà, pour des raisons qui sont évidentes, je pense, j'essaye de voir des femmes essentiellement dans tous mes rendez-vous santé. Et du coup, j'étais suivie que par des psys femmes. Et elles me l'ont dit, le plus dur, c'est de donner le temps au temps, en fait. Vraiment. J'imagine tellement ce moment où tu as rencontré cette professionnelle de santé qui du coup a été à l'écoute et a été aussi empathique quand tu as vu qu'elle avait aussi les larmes aux yeux. J'imagine que tu as dû ressentir comme un immense soulagement lorsque bah voilà, tu es enfin tombé sur un professionnel à l'écoute et qui ne minimise pas ce qui s'est passé, limite qui ne croit pas ce qui s'est passé. Là, du coup, tu as été vraiment entendu, écouté, et lorsque tes parents aussi t'ont enfin cru, ça a dû être un poids énorme en moins, et sinon, au niveau estime de soi et bien-être émotionnel. J'ai grandi en étant persuadée que j'étais une anomalie, qu'il y avait quelque chose chez moi qui allait pas, tu vois. Sans savoir exactement ce que c'est, parce que d'une certaine manière, j'étais, j'étais curieuse de savoir, et en même temps, j'avais peur de connaître la vérité, donc j'étais un peu dans le déni, j'avais pas envie de chercher, mais en même temps, je voulais savoir, enfin, ça se battait un peu dans mon cerveau. Mais vraiment, j'ai grandi en étant persuadée que j'étais une enfant bizarre, avec un comportement anormal, qui sortait de l'ordinaire. Et comme c'était, eh bien, les raisons un peu de mon harcèlement, comment dire, mes différences, quoi, ça renforçait encore plus cette impression-là. Et mon estime de moi, si je remonte à quelques années, vraiment, elle était au ras du sol, vraiment. Même encore aujourd'hui, des fois, j'ai des réflexes d'autodérision, limite auto-sabotage, tu vois. Euh, Là, en ce moment, il y a une image qui est sur Thread. La vie serait meilleure sans deux points, et c'est à toi de donner une réponse, tu vois. Et moi, à chaque fois que je vois cette image, j'ai envie de répondre, bah moi, tu vois. C'est dur, franchement, c'est dur ce que tu dis. Mais je comprends, hein. Je comprends ce ressenti quand on a l'impression d'être de trop, d'être trop différente, d'avoir cette impression de pas être comme les autres, en fait, autour de soi. Et est-ce qu'il y avait d'autres situations comme ça où tu te dénigrais? C'est absolument pas drôle, c'est extrêmement triste, mais voilà, des fois, c'est encore ces réflexes-là que j'ai quand on me fait un compliment sur mes qualités émotionnelles ou sur mes qualités en tant qu'écrivaine ou sur mon dessin ou une autre tâche que j'ai pu faire et qui a été validée. Euh, c- j'ai souvent tendance à dire oui, mais et un truc négatif derrière, tu vois, comme si j'étais pas légitime d'avoir des qualités. Vraiment, j'ai du mal avec les compliments. J'ai du mal avec les compliments. J'essaie de travailler sur moi pour mieux les accueillir. J'ai du mal surtout avec la fierté. J'ai rarement été fière dans ma vie. Les rares fois où je l'ai été, ça a été très éphémère. Il y en a pour qui ça peut durer des jours, il y en a même pour qui ça peut durer des années quand ils se souviennent de l'événement particulier. Moi, ma fierté sur des trucs, elle est partie depuis... c'est bon, tu vois, elle est plus là. Et vraiment, quand on me dit tu peux être fier de toi pour tout ce que tu as fait aujourd'hui ou pour tout le travail que tu fais avec les psys, moi je suis là, oui. J'hausse les épaules, tu vois, en mode c'est pas si exceptionnel que ça, alors que bah si, ça devrait l'être, je sais que ça devrait l'être, mais mon cerveau ou mes émotions
elles sont pas alignées avec ça, tu vois. Et encore, il y a un petit déséquilibre, ça a pas très envie de s'écouter ou de se donner raison. Enfin, voilà, c'est plus facile pour moi d'accueillir les négatifs que bah, tout ce qui peut être positif. Et vraiment, mon image de moi, ça a été compliqué, surtout au niveau de tout ce qui est intimité, couple, sexualité. Enfin, voilà, au vu de ma première expérience, si on peut dire, ça a été hyper compliqué. J'ai quand même dû faire cette thérapie aussi pour pouvoir un jour être en couple avec quelqu'un, car quand j'étais ado et que je suis sortie avec des filles, c'était l'enfer. Vraiment, c'était l'enfer. Quand t'es ado, t'as envie de tester, t'as envie voilà, de ces rapports intimes. Du coup, les ados, ils sont pressés. Enfin, pour ceux qui le sont, hein, parce que je sais qu'ils sont pas tous comme ça, mais malheureusement, je suis tombée que sur des profils de nanas qui, ben voilà, qui avaient envie de rapports intimes, de contact, etc. Et moi, j'étais absolument pas à l'aise avec ça. Vraiment, je sentais ça comme encore une fois, comme des micro-viols. Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai pas d'autre mot. Ouais, des micro-viols. Des mini. Des petites attaques comme ça. Mais j'arrivais pas à leur dire, tu vois, c'était impossible pour moi de leur dire. Et du coup, je sortais l'excuse que, ouais, j'ai du mal, je suis timide, machin, machin. Mais ça suffisait pas. Au bout d'un moment, il y avait cette impatience, il y avait ce moment où il fallait passer à l'acte et c'est là que ça partait en couille. C'est bizarre l'expression dit comme ça, mais ça mettait souvent fin à la relation, quoi. Et je me suis dit, mais si je fais pas un travail au moins sur un an par rapport à ça, j'y arriverai pas, quoi. Et je voulais pas que ma partenaire soit celle qui allait me guérir. Je voulais pas lui donner cette responsabilité-là. Qu'elle m'aide, oui, mais qu'elle ne me guérisse pas. Pour moi, c'est à moi de me donner les moyens de me guérir avec des personnes formées pour m'aider à me guérir, tu vois. Voilà, c'est pas ma petite amie à subir ça, tout simplement. Qu'elle me soutienne, qu'elle m'encourage et qu'elle m'aide, oui, mais ce n'est pas à elle de me guérir. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est comme ça. Ouais, ouais, je comprends. En fait, qu'elles te soutiennent, mais pas qu'elles essaient de te guérir. En tout cas, clairement, ton passé, il a impacté ton présent. Et face aux difficultés que tu rencontres, tu ressens de la colère, j'imagine. Qu'est-ce que tu ressens ouais, de la colère, de la frustration, de l'impuissance face à tout ça? Je suis allée voir une personne qu'on m'a recommandée euh, pour faire très simple, parce que sa profession n'est pas écrite sur sa carte, on va dire énergéticienne, voilà. Comme ça, au moins, les personnes qui écoutent vont voir un peu peuvent un peu discerner le profil de cette personne. La première fois que je l'ai vue, je l'ai vue que 2 fois, hein. J'ai pas eu besoin de plus. Mais la première fois, du coup, qu'elle a justement, où je lui ai demandé de m'aider à dégager mes blocages, parce que je lui ai expliqué que malgré mon travail avec les différentes psys et tout, je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui bloquait, mais que le travail traditionnel ou moderne de la médecine, quoi, n'était pas suffisant. Et du coup, c'est là qu'elle a accepté de m'aider. Et quand elle a ressenti, eh bien, mon subconscient, elle m'a dit, je sens une grande injustice. Et ouais, c'est vraiment le mot, l'injustice. C'est de l'injustice et vraiment de la colère face à tout ce qui m'est arrivé et le fait de pas avoir été, comment je pourrais dire, oui, voilà, que justice ne me soit pas rendue, qu'on n'ait pas reconnu toutes mes souffrances, que j'ai été obligée de porter ça toute seule en fait. Et en même temps, tu vois, je me dis, les gens ne pouvaient pas se douter si je disais rien. Mais j'étais tellement petite que comment je pouvais me dire que si je leur en parle, ben, c'est la solution, tu vois. Dans ma tête, pour moi, c'était écrit sur ma face et les gens devaient le deviner obligatoirement. Ouais, enfin, c'est ça quand t'es enfant et que très tôt t'as appris à te renfermer sur toi-même, c'est que tu connais pas d'autres solutions et pourtant tu te dis que des adultes verraient le problème, déjà, de base. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, ma vie est injuste, vraiment. J'ai pas mérité ça. Je, c'est, j'ai pas, non. Enfin, aucun enfant en soi, aucun enfant d'ailleurs ne mérite ça. Personne ne mérite ça. Mais moi, quand je retrace plus ou moins le fil de ma vie, je me dis, mais putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour subir autant de mauvaises choses? Et comment, et surtout, à quoi je me suis raccrochée, en fait. Vraiment, je sais que mon corps a été en mode survie toutes ces années.
et que là, je suis exténuée tout simplement parce que ben, mon corps commence petit à petit à abaisser les défenses et je me rends compte à quel point ça l'a épuisé. Merde, comment on dit, je l'ai drainé jusqu'à je sais pas quoi, vraiment, jusqu'à je sais pas quelle limite. Mais non, j'ai pas mérité ça. J'ai pas mérité ça et vraiment, ça me les brise de savoir que c'est l'enfance que j'ai eue, l'enfance et l'adolescence que j'ai eue. J'ai tellement le réflexe de me remémorer des mauvais souvenirs que des bons, parce que pour moi, c'est les mauvais souvenirs, c'est eux l'essence de ma vie en fait. C'est même pas les bons. Les bons à côté, c'est un peu comme les quêtes secondaires dans les jeux vidéo. C'est pas la trame principale. Ils sont là, c'est à côté, c'est des bonus, mais c'est pas l'essence de l'histoire. Pour moi, l'essence de mon histoire, c'est tout ce qui m'est arrivé de mauvais en fait. Et ouais, c'est de l'injustice que je ressens le plus, qui s'est un peu apaisée grâce à la personne que j'ai vue. Mais je sens qu'au fond, ça reste quand même un peu là, et quoi que je fasse, de toute façon, le trauma, il sera là, quoi. Et ça a été quoi, en fait, tes mécanismes de défense pour faire face à cette situation difficile? Je pense que ma meilleure défense, ça a été tout simplement mon imagination. C'est-à-dire que j'ai, j'étais souvent dans la lune, comme on dit en fait. J'étais pas attentive spécialement en cours. J'avais ce qu'on appelait des absences, on pouvait limite parler de ça, d'absence, tellement j'étais loin, loin, loin dans ma tête. Et j'étais loin dans ma tête et vraiment, je m'inventais un univers, quoi. Je m'appelais un tel, j'avais telle apparence, je vivais dans tel monde, je vivais telles aventures. Pour moi, je fuyais au mieux ma réalité parce que elle me plaisait pas cette réalité en fait. Il y avait rien de plaisant pour moi et c'était tellement plus intéressant de m'enfuir dans mes petites histoires que d'être assise sur une chaise en bois et suivre des cours entourée d'enfants et d'adolescents qui, quand ils avaient l'occasion, aimaient me faire chier, tu vois. Vraiment, c'est ce qui m'a sauvé, ce repli sur moi. C'était, ben voilà, la coquille que je me suis créée et, et, et voilà. Ouais, je pense que c'est comme ça que je me suis au mieux protégée et bah là, on va dire que petit à petit, ben voilà, j'ai appris à sortir un peu de cette armure, quoi, pas à la briser totalement, mais au moins à enlever un poids ou deux, on va dire, histoire que ce soit une armure un peu plus adaptée à ce que je suis maintenant. Mais c'était une armure à l'époque, on va dire, qui se proportionnait par rapport à la petite personne que j'étais, tu vois. Absolument pas équilibrée, c'était vraiment le gros déséquilibre euh, abyssal, quoi, voilà. Et tu avais quand même des personnes qui te soutenaient ou aucune? J'avais, on va dire, quelques rares personnes qui me croyaient à l'époque et qui répondaient présentes pour moi, mais elles étaient aussi impuissantes que moi face à ça, à se dire que oui, j'avais en soi leur soutien, mais ça ne m'aidait pas forcément à aller mieux, tu vois. Ouais, enfin, ma famille ignorait tout, des personnes m'ont tourné le dos, j'en ai plus reparlé, enfin, ouais, avec le temps, finalement, j'en parlais même plus. Enfin, les gens étaient un peu au courant, mais voilà, j'en faisais pas autant un drame ou ni mon combat comme quand j'étais au collège et que j'étais pleine de rage. À partir du lycée, c'était plutôt défaitiste, tu vois. J'essayais même pas de remettre ça, tu vois. Non, vraiment, j'en avais pas la force vu comment ça s'était passé précédemment. Euh, non, j'avais pas de soutien. J'ai porté ça toute seule. En tout cas, je suis vraiment navrée que tu aies dû porter tout ça toute seule. Ça a dû être mais tellement dur. J'espère que certaines personnes ayant une histoire similaire qui écoutent ce podcast eh bien, trouveront la force de s'ouvrir et de reparler de ce qu'elles ont vécu. Et j'espère surtout qu'elles tomberont sur un bon professionnel de santé à l'écoute et capable de les soutenir. D'ailleurs, en 2017, qu'est-ce qui t'a donné la force de retourner voir un psy pour entamer une thérapie malgré les échecs que tu avais eus avec les deux professionnels de santé que tu avais vus auparavant? Après le bac, il fallait entamer un nouveau chapitre
de ma vie et je sentais qu'il y avait un gros blocage qui faisait que ce chapitre, j'étais absolument pas en capacité de le commencer et je faisais tourner mes parents en rond en fait parce que on a essayé plusieurs trucs, on a essayé la mission locale, on a essayé de voir d'autres alternatives pour que je passe le permis, que je trouve des stages, enfin vraiment ils comprenaient pas et surtout ils avaient pas envie que je sois là à rien faire. Pour eux c'était problématique parce qu'ils savaient pas qu'il y avait vraiment un problème derrière, tu vois. Et c'est là que je me suis dit mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte parce que sinon ma vie ça va être un enfer. Et c'est là que je me suis dit ok, j'ai un rendez-vous avec le médecin traitant à ce moment-là. Je vais commencer avec elle et de là, bah, comme je t'ai dit, je lui en ai parlé. Après, il y a eu la vidéo et de là, il y a eu le rendez-vous avec la première psychologue. Et du coup, tout le chemin thérapeutique qui a suivi après, qui a été très très long et ça a permis à mes parents de se déconstruire sur certains trucs, d'apprendre certaines choses. Et au fil des années, ils ont arrêté en fait de me mettre la pression pour passer le permis, trouver un boulot, faire des études, machin, machin, pour avoir une vie autonome d'adulte, tu vois. Maintenant, ils savent que j'ai besoin d'un rythme particulier, que je vais devoir trouver quelque chose adapté à moi parce que bah, j'ai des problèmes de santé mentale tout simplement qui font que je suis pas facilement adaptable à la société et malheureusement, enfin malheureusement, si on peut dire ça, mais ça sera ça toute ma vie parce que je suis comme ça. Mon événement traumatique a fait que je suis la personne que je suis maintenant et il fera toujours partie de ma vie, même si j'ai fait beaucoup de chemin et que j'ai beaucoup avancé. Il reste là et il faut continuer de le prendre en compte. Il faut pas que, enfin, voilà, j'ai appris à respecter mes limites maintenant au lieu de les dépasser pour m'adapter ou pour faire plaisir à un tel ou un tel. Maintenant, je suis là, bah non, maintenant ma limite c'est ça, si vous êtes pas content, je vais voir ailleurs. C'est plus la peine qu'on discute. Et du coup, c'est vrai que ça rend pas les choses faciles dans ma vie, mais au moins, je suis en accord avec moi. Et même si ça me fait passer peut-être pour une personne feignante qui profite du système et des aides, parce que c'est ce qu'on entend souvent malheureusement par les personnes les plus frustrées de l'existence, paradoxalement. Mais voilà, il fallait que j'avance. Il fallait que j'avance là-dessus et voilà, ça a été la chose la plus compliquée, la plus épuisante de ma vie. Mais il fallait. C'était ça où ma vie s'arrêtait en 2016. Vraiment. Mais en tout cas, je suis vraiment contente que tu aies décidé de penser à toi avant tout. Et tu as raison, il faut respecter ses limites. Quels conseils tu donnerais à d'autres personnes confrontées à des abus similaires et qui ne se sentent pas écoutées ou qui justement ont peur de parler, de peur qu'on ne les croit pas en fait? Ce serait de ne pas abandonner. Parce que viendra un moment où elles tomberont sur une personne qui sera ouverte à les écouter et à les croire. Et que ça entraînera tout un processus qui ira dans leur sens pour guérir. C'est pas facile, vraiment, c'est vraiment pas facile de guérir de ça. Ça prend du temps, ça prend des années. Pour certaines personnes, ça prend toute une vie. D'autres en guérissent jamais. Mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, tomber sur cette personne et faire de son mieux. Vraiment faire de son mieux, à son rythme, avec des méthodes qui sont adaptées. Ne pas avoir peur des coups bas. Voilà, des moments où ça dégringole, on a envie d'abandonner, on n'en peut plus, c'est normal, on est fatigué, c'est un combat 24 heures sur 24, la journée on lutte, la nuit on lutte quand même si on dort, même dans les moments les plus random, sous la douche, en train de faire cuire des œufs, on lutte avec nos amis, on est entouré de nos amis, on lutte, au repas de fin d'année on lutte, le jour de notre anniversaire on lutte, c'est voilà, il y a pas de moment pause vu que c'est dans la tête. C'est voilà, ça ne s'arrête pas et c'est un travail qui est perpétuel et en fait ça consiste à, à donner au cerveau d'autres fondations, détruire les fondations
abîmées, toxiques de Traviole pour en faire des nouvelles beaucoup plus solides, beaucoup plus droites. Mais ça prend du temps, ça prend énormément de temps et c'est épuisant, mais faut pas s'en vouloir les jours où ça va moins que d'autres ou les jours où ben voilà, on a fait moins que la journée précédente. Faut vraiment pas s'en vouloir d'être ce qu'on est et de vouloir avancer à notre rythme. Ouais, vraiment. La culpabilité inutile, c'est pas la peine. On souffre assez comme ça, honnêtement. La vie est déjà assez pénible quand on a vécu ça. Donc c'est pas la peine de se rajouter des petits moments, des petites culpabilités stupides et des pressions inutiles. Non, vraiment. Allez à votre rythme. Euh, Exigez ce dont vous avez besoin. Respectez vos limites. S'il y a des gens qui sont pas du tout ouvertes pour vous accorder ça, c'est que ces personnes n'ont jamais voulu votre bien, tout simplement. Voilà, y a pas à tergiverser là-dessus. C'est soit les personnes qui vous aiment respecteront vos limites. Mais en tout cas, voilà, moi je soutiens absolument toutes les victimes, peu importe leur âge, leur sexe, leur identité de genre. Je les crois. Automatiquement, je les crois et elles ont tout mon soutien, tout mon amour. Elles sont extrêmement fortes d'être encore là. Peu importe comment elles s'en sortent aujourd'hui avec les moyens dont elles disposent, il n'y a pas de jugement, on s'en sort comme on peut et j'espère honnêtement, vraiment j'espère, ce serait absolument magnifique que toutes les victimes de viol obtiennent justice un jour. Eh bien, avant de conclure cet épisode, je tiens d'abord à dire un immense merci à Maë, parce que aborder un sujet aussi délicat et personnel, ben, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et elle a fait preuve d'une incroyable force. Et elle a fait preuve d'une incroyable force et d'un courage, si je puis dire admirable, en partageant son histoire avec nous. Comme Maë, je soutiens toutes les victimes, et j'espère qu'elles obtiendront justice un jour. Il faut continuer de permettre de libérer la parole pour alléger le poids qui pèse sur les victimes et punir les agresseurs. Parce que ça ne peut pas rester sous silence. Et votre parole doit être prise au sérieux. En tout cas, je pense que les auditeurs ont vraiment été touchés par ton témoignage. En tout cas, moi, je le suis. Ta sincérité et ton ouverture, c'est une véritable source, en tout cas, d'inspiration pour nous tous, je pense. Je tiens également à vous remercier, chers auditeurs, pour votre écoute attentive et votre soutien. Il faut savoir que votre engagement envers ce podcast et envers les histoires que nous partageons ici est ce qui me motive à continuer et à explorer des sujets importants et parfois difficiles, comme vous avez pu le voir dans cet épisode. N'oubliez pas que votre voix a du pouvoir. Et en partageant vos histoires, non seulement vous allégerez le fardeau qui vous pesait, mais vous aurez aussi ouvert la voie à la guérison et à l'espoir pour d'autres personnes qui pourraient traverser des situations similaires. Vous étiez sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. À très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.